شكرا على الاستضافة. استمعت إليه منذ حين قد يجعل بالمداخلة مداخلة فاقدة لكي جدوى، وبما أني منحت حق الاختيار أن أتحدث بلغة غير اللغة العربية، فأعتبر نفسي من المحظوظين باعتبار أن استعمال اللغة الفرنسية بعد مداخلة صديقي جنجار قد يجعلكم تتوقعون أنني أتحدث حديث آخر. Nous assistons, j'ai choisi de parler de relier en tout cas des concepts de citoyenneté, de liberté, d'égalité et de religion. Et je voudrais faire une première observation qui me paraît liminaire, on a tendance à l'oublier. Cela fait plus d'un siècle et demi que le monde arabe discute de ces questions. Et ce qui me paraît être étonnant, c'est que les termes du questionnement sont restés les mêmes et que les alternatives proposées sont restées les mêmes. Que si on observe une certaine évolution, elle n'est pas, comment dire, caractéristique du débat d'idées, de l'échange. Elle se fait, cette évolution se dessine plutôt dans la réalité sociale, dans les faits. Et alors je sais bien que tout à l'heure j'ai entendu dire qu'il fallait laisser le temps au temps. Je crois que là aussi il y a une question fondamentale que nous n'avons pas réussi à aborder de façon significative. C'est le processus ou le phénomène d'accélération du temps. Et que le temps mis par les sociétés occidentales pour évoluer de la manière avec laquelle elles ont évolué, nous ne pouvons plus nous en disposer de la même manière, puisque les évolutions qui se dessinent ne font que nous retarder encore plus, c'est-à-dire nous séparer de l'évolution universelle, de l'évolution qui caractérise l'ensemble de l'humanité. C'est un préalable qui me paraît important parce qu'on avait espéré qu'à l'occasion de la révolution, et notamment de la révolution tunisienne, on avait espéré l'arrivée du temps de la clarification. Eh bien, pas du tout. C'est le retour à l'ambiguïté initiale. Et dans le cas tunisien, il s'agit véritablement d'une régression. Une régression puisque je considère que la nouvelle constitution est une constitution régressive à comparer avec celle de 1959, étant rappelé que la Tunisie a une histoire juridique et politique particulière, singulière, puisque depuis le milieu du XIXe siècle, elle s'est dotée de cette charte fondamentale qu'on appelle le pacte fondamental, l'Ahd al-Amen, que la Tunisie s'est dotée en 1861 de la première constitution dans le monde arabe, et même par rapport à l'Empire ottoman d'ailleurs. Ça ne s'appelait pas constitution, puisque le vocabulaire arabe ne s'était pas encore enrichi de ce concept de destour. Elle s'appelait Qanoun al-Dawla, ce qui est en soi tout un programme. Et bon, l'évolution va continuer. Elle sera parachevée en 1956-57 par deux actes majeurs de Bourguiba, c'est-à-dire l'unification de la justice, l'unification législative, l'application d'une même loi pour tous les Tunisiens et la compétence d'un juge unique pour tous les Tunisiens. Alors ce sont des données extrêmement importantes parce que la révolution tunisienne, les événements qui se sont déroulés en Tunisie en janvier 2011, s'apparentent véritablement à une révolution. D'un point de vue conceptuel, vous pouvez le dire, il n'y a rien de nouveau. Oui, il n'y a rien de nouveau, mais c'est quand même une révolution,
pour deux raisons. C'est parce que la revendication de la liberté et de la dignité qui ont été les mots d'ordre exclusifs de la révolution tunisienne, ce sont bien sûr des concepts qu'elle n'a pas inventés, mais ce sont des concepts ou des mots d'ordre qui sont en rupture avec 1000 ans de despotisme et de pouvoir personnel, avec 1000 ans d'assujettisme. Par ces mots d'ordre, les Tunisiens ont revendiqué le contraire de leur pérenne situation, et ce contraire s'est opposé à leur situation en 2011, c'est la citoyenneté. Et c'est une révolution dans la mesure où elle tend à inscrire dans le réel les fondements de la société démocratique. Elle veut forcer l'État à, pour la première fois, à tenir les promesses, l'État de l'indépendance, à tenir véritablement ses promesses, celles qui n'ont jamais été tenues. Et par voie de conséquence, il y a une inscription de la société tunisienne dans l'universel, une participation à l'universel, en adhérant et en inscrivant dans les faits, cette fois-ci, les revendications démocratiques. Alors, on le voit très bien, on parle de liberté, on parle de dignité, il n'y a aucun mot d'ordre religieux, et il n'y a pas de leadership de la révolution tunisienne, j'avais presque envie d'écrire ni Dieu ni maître. Et parce que il s'est agi d'une revendication démocratique, eh bien cela implique naturellement, presque par nécessité, la neutralisation dans l'espace public du facteur religieux, sans confinement à l'espace privé. Et cela suppose, donc cette démocratisation suppose justement la reconnaissance de la libération de l'individu, de tout assujettissement, de toute allégeance aux princes, et la reconnaissance de son autonomie comme condition première de la citoyenneté. Et cette condition première, c'est celle qui se donne à voir par sa liberté, c'est-à-dire par la neutralité de l'appartenance confessionnelle, par la suppression de l'appartenance ou l'émergence à un groupe, et par le nécessaire complément au principe de liberté, c'est-à-dire le principe d'égalité. Il n'y a pas de liberté si cette liberté n'est pas égale ou n'est pas la même pour tous. Et sans ces deux conditions, ces deux éléments fondamentaux, il n'y a pas de citoyenneté qui puisse être. Alors, je sais bien que les pays arabes, précisément sur ces questions-là, ont le mal de l'État. Ils en ont retenu, contraint d'ailleurs, la forme, mais ils n'acceptent pas ces implications, ces nécessités, c'est-à-dire les conditions mêmes de cette forme. On sait que la forme n'est pas toujours sans lien avec la matière. Et la matière, ici, elle est relative à la nature des regroupements humains. Pour les besoins de l'État, disons. La communauté se fait société. Et il y a une différence fondamentale entre les deux. Et précisément parce que la différence n'est pas que lexicale. Dans la société, on le voit très bien, l'appartenance se substitue à l'allégeance. Et c'est pour ça qu'on peut dire que le concept de bay'a, ou l'acte de la bay'a, l'acte d'allégeance, est un non-sens dans une société démocratique. Le lien qui configure cette appartenance, on le connaît, mais on ne le traite pas avec suffisamment d'attention, me semble-t-il, de cette appartenance libre, c'est le lien de la nationalité. Je rappelle que les pays arabes ont du mal à accepter le principe même de la nationalité, parce que c'est un principe qui rendait les musulmans étrangers les uns par rapport aux autres. Vous pouvez être donc musulman et marocain, mais les musulmans et tunisiens, et que donc, pour cette raison, l'un et l'autre sont étrangers. Et ce lien de la nationalité me paraît être un choc majeur, parce que, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas le pouvoir politique, ce n'est pas le califat qui assurait l'unité de la société musulmane, c'est plutôt la normativité musulmane qui assurait cette unité, dans la mesure où le musulman était régi par le droit musulman, quelle que soit
du moment où les États se forment, non seulement les musulmans deviennent étrangers les uns par rapport aux autres, mais il y a d'ailleurs un épisode judiciaire concernant un Tunisien venu au Maroc qui a été expulsé et qui a protesté de cette expulsion en considérant qu'en étant musulman, il ne pouvait pas être traité comme un étranger au Maroc. Voilà. Et c'est une affaire qui date de 1905. C'est vous dire que ce débat-là est... Alors, ce qui fait la différence aussi, et vous voyez qu'avec le principe de nationalité, il y a aussi une neutralisation de la condition d'appartenance confessionnelle. Vous ne trouverez pas, sauf peut-être dans l'Arabie Saoudite et les pays satellites du Golfe, une indication sur l'appartenance confessionnelle en matière de nationalité, mais dans les 3 pays du Maghreb, je dirais même dans les 4 pays du Maghreb, pays compris en Égypte, l'appartenance confessionnelle n'est pas une condition de l'acquisition de la nationalité marocaine, algérienne ou tunisienne. La société s'ordonne, me semble-t-il, autour du droit, autour de la loi, et non pas autour d'une foi. Et cette loi, ce n'est pas n'importe laquelle. C'est une loi humaine, un fait culturel, qui vient d'en bas, et non pas la loi hétéronome, venue d'ailleurs de Dieu ou de la nature, d'ailleurs, parce qu'il y a une conception plus laïque, qui serait à la fois supérieure, antérieure à la vie des hommes. La loi dont il s'agit est une loi qui est inscrite dans le temps, et n'est pas une loi éternelle, immuable et sans possibilité de modification. Alors ça en appelle à la nation, parce que faire la loi à la nation, et parce qu'une nation est un peuple souverain, et faire la loi est l'expression indépassable de cette souveraineté, qu'on appelle précisément la souveraineté populaire. Alors si l'État est la personnification de la nation, eh bien on se heurte à une difficulté majeure, puisque la nation qui domine l'inconscient collectif, ou la seule qui est concevable, est la nation musulmane, parfois la nation arabe, parfois pour en faire l'unité, on va ajouter les 2 qualificatifs et on parlera de la nation arabo-musulmane. Il me semble là aussi que le malentendu est énorme, parce que on ne voit pas la mutation de sens du concept de Ummah, mal traduit lorsqu'il s'agit de la Ummah traditionnelle, de la Ummah musulmane, qui est la communauté des croyants, ou de la Ummah arabe, qui est une communauté ethnique, alors que la Ummah d'aujourd'hui, c'est-à-dire la nation reliée à l'État, c'est un concept totalement différent. La polysémie est le propre des mots, eh bien, cela n'a pas le même sens selon que l'on parle de la Ummah, dont la signification chez Ibn Manzour, c'est digne d'ailleurs, c'est pas. Mais en tout cas, cette mutation sémantique n'est pas admise, et probablement l'une des difficultés que nous rencontrons quand on travaille sur l'évolution de ces concepts, c'est l'absence radicale ou significative d'un dictionnaire historique de la langue arabe. Alors, la nation, pourquoi ce sont des questions extrêmement importantes, et elle est au fondement de l'État. Et on le voit très bien, par exemple, pour ce qui concerne la Tunisie, c'est pour ça que je considère que c'est un processus régressif. Et contrairement au Maroc, la nouvelle constitution ne qualifie pas la Tunisie de nation. Le mot Ummah n'est utilisé que pour ce qui concerne l'Ummah al-Arabiyya al-Islamiyya, mais la Tunisie est considérée comme une patrie, Watan. C'est un État, Dawla, mais pas une nation. Et cette expulsion du terme pour ce qui concerne la Tunisie signifie tout simplement que la Tunisie est un État sans nation, ce qui est un contresens terrible sur la signification de l'État d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la nation est un peuple organisé en un État. Et de ce point
point de vue, là aussi, vous voyez, je prends un contre-exemple sur le terme peuple. Le terme peuple, Sha'b. Sha'b, c'est une fédération de tribus, dans sa signification initiale. Et bien évidemment, aujourd'hui, on peut considérer, d'ailleurs, qu'il y a des survivances, des traces de cette signification quand on regarde ce qui s'est passé en Irak, où Saddam Hussein était considéré officiellement comme étant chef al-Mashayikh, et c'est-à-dire le grand chef, enfin le chef des chefs de tribu, ou l'usage qu'a fait du tribalisme quelqu'un comme Gaddafi dans la Libye voisine. Et c'est vrai que pour le Sha'b, le sens qu'on est entendu en général, sauf quand il s'agit d'une société segmentaire, comme le cas de l'Irak ou de la Libye. Or, là aussi, c'est en cela que la constitution tunisienne aurait pu être pire, mais les constituants ont admis avec une très grande difficulté de reconnaître au peuple la souveraineté. C'est-à-dire que pour eux, le peuple n'était que source des pouvoirs et non pas de souveraineté. Et la raison en est très simple, c'est que reconnaître au peuple la souveraineté, c'est-à-dire le pouvoir suprême, c'est lui donner la possibilité de dire la loi. Or, il n'y a dans leur lexique, dans leur paradigme de législateurs que Dieu. Il n'y a pas d'autre législateur. Et même si dans la réalité historique, c'est l'autorité religieuse qui légiférait, qui disait la norme, mais en tout cas, le dogme veut faire croire qu'il n'y a que Dieu qui est législateur. Donc l'ordre normatif devient le véritable enjeu de ces questions et de cette querelle. Et si Dieu est le seul législateur, bien évidemment, il n'est pas possible de reconnaître le même pouvoir au peuple. Donc l'ordre doit rester transcendant. La loi vient d'ailleurs, mais là aussi, énorme malentendu, parce que si le contenu de la loi est prédéterminé à l'avance, ben cela veut dire qu'il n'y a aucune possibilité de délibération démocratique. La délibération démocratique, c'est précisément de discuter d'une loi dont le contenu n'est pas défini à l'avance. Si le contenu de la loi est décidé par Dieu, ou décidé par la nature, ou décidé par tout tiers extérieur au peuple souverain, eh bien cela signifie que le peuple n'a pas la souveraineté et que la délibération démocratique perd de tout son intérêt et qu'il y a une impossibilité de l'équilibre démocratique. C'est pour cette raison que le fait de vouloir subordonner l'ordre juridique à la charia est un non-sens aussi dans une société moderne, c'est-à-dire dans une société qui se veut démocratique. Alors, ce sont là, pour moi, les indicateurs les plus importants. Ce qu'on peut observer, c'est que sur ces questions-là, il y a eu des évolutions parallèles, et quasiment au même moment. Je pense que c'est au tournant du XIe, XIIe siècle que l'Europe s'oriente vers l'ouverture et l'évolution, et que, à ce tournant du XIe, précisément, l'islam s'engage dans l'enfermement et la stagnation. Et on le voit très bien si je prends les deux éléments fondamentaux auxquels je vais être beaucoup plus bref, la question de la liberté, et la question de l'égalité. Sur la question de la liberté, on en est resté, quand on lit Tahir Ben Achour, Maqasid al-Sharia al-Islamiyya, par exemple, qui fait de la liberté l'une des fins de la religion, et qui est souvent invoquée par les islamistes pour dire, mais dans l'islam, il y a l'esprit de liberté, eh bien le concept est utilisé dans sa signification traditionnelle, c'est-à-dire de ce qui est opposé à l'esclavage. Alors qu'on sait que le concept de citoyenneté est lié à la possibilité qu'a le peuple de faire la loi, et que la condition de la citoyenneté arabe, déjà sur le plan conceptuel, c'était d'être un homme libre.
Seulement la liberté, conceptuellement, a beaucoup évolué dans sa signification, dans son champ et dans son contenu. Et le fait de s'arrêter encore aujourd'hui à la signification initiale du terme liberté, cela signifie s'exclure de toute l'accumulation universelle qui s'est faite autour de la question de la liberté. Et on le voit très bien, bien sûr, cette Tunisie reconnaît la liberté de conscience au sens de Hurriyat al-Damir explicitement, mais en réalité, quand on regarde les choses, d'abord l'article 6 a repris de l'autre main ce que la première a bien voulu concéder, puisqu'il y a l'obligation de préserver le sacré. Donc le sacré est hors du champ du droit. D'autre part, cette liberté, si elle ne se manifeste pas en public, n'a pas de sens véritable, n'a pas de substance. Et dans le cas tunisien, en tout cas, elle est sans portée juridique valable, sauf pour être président de la République. Parce que dans le cas tunisien, il n'est fait nulle part mention de la confession des Tunisiens et il n'y a aucune différenciation sur le plan juridique et sur le plan social en raison du fait d'appartenir à la confession musulmane ou à une autre confession. Le juge tunisien s'interdit formellement de poser la question de la foi aux plaideurs, aux justiciables. Voilà donc très rapidement sur la question de la liberté. Sur la question de l'égalité, on retrouve exactement les mêmes difficultés. Je n'ai pas trouvé le terme dans un usage classique. Stawa, al-arsh, mais ça n'a rien à voir avec l'égalité. Il me semble malgré tout que la question de l'égalité, qui était déjà une condition requise par le droit romain pour avoir la qualité de citoyen, eh bien, c'est ce principe d'égalité est la condition complémentaire nécessaire à la liberté. Et cette égalité, elle est née de l'évolution en Europe. C'est bien que le contrat social se veut un contrat horizontal entre des hommes égaux, mais il a été conçu probablement comme un argument logique et non pas une réalité chronologique. Mais malgré tout, quand on regarde l'histoire des communes, eh bien, le pacte communal, les communes, à partir du XIIIe siècle, qui se sont organisées en marge des pouvoirs des seigneurs et contre le pouvoir des seigneurs, eh bien, le pacte communal était un pacte entre des gens égaux. Et c'est la délibération des communes qui a été le premier pas, me semble-t-il, pour l'exercice du délibéré démocratique. Or, les communes ont fait défaut dans l'histoire du monde musulman, très probablement à cause des habous, qui ont empêché la gestion égalité. Très probablement, c'est une hypothèse de travail sur laquelle je réfléchis, mais il me semble qu'il y a un certain nombre d'éléments qui montrent que les habous ont fait obstacle à l'organisation du modèle communal préparant à une évolution démocratique. Très rapidement pour conclure, d'où viennent ces difficultés? Elles me semblent venir de trois questions, de trois points. L'authenticité perçue comme un rempart à l'universalisation, c'est-à-dire l'enfermement sur soi, l'acculturation qui est dénaturée en déculturation, ça c'est le premier point. Ce qui se cache derrière cette crispation identitaire, c'est peut-être une inversion du phénomène historique, parce que si on regarde l'histoire de l'Europe, on a l'impression que c'est le citoyen qui a généré l'État. Nous avons ici l'impression, et ça on peut s'en expliquer, plus longuement, que le processus est inversé, c'est l'État qui a fait le citoyen, c'est l'État qui a fait le sujet, et le sujet autonome, donc processus inverse, et puis c'est le refus total de concevoir l'autonomie des instances, c'est-à-dire la séparation du religieux et du politique et du juridique. Appelez ça laïcité, mais c'est sûr qu'il y a un retour par la séparation à l'essence, à la nature de chacune des instances. La religion restera la religion et le droit retrouvera sa nature ou son essence en étant reconnu comme une instance autonome. Je vous remercie, j'ai été long et ces paroles de
tellement c'était intéressant. سوف أتبع نفس المنهج